Franck Aouro, merci beaucoup pour ce commentaire de ce matin qui va installer nos débats. Je vais saluer Loïc Gaba, bonjour. Bonjour Tanguy. Je vais saluer aussi Eric Guédénon. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on aura à discuter deux sujets. On va parler de ces rencontres en série programmées pour ce matin, enfin cette journée, au Palais de la Marina. On dira aussi deux mots au sujet de la décision de la Cour constitutionnelle d'aller revoir et relire le code électoral. Commençons déjà par le tout premier. Le porte-parole du gouvernement a longtemps démenti, mais finalement, le débat sur la place publique, c'est bel et bien demandé par son patron. Patrice Talon a confié aux femmes parlementaires qu'il veut bien faire réviser la Constitution. Et le riche, vous l'avez vu venir? Écoutez, je ne l'ai pas vu venir, je l'avoue, mais une chose est certaine, vous aurez compris que parfois nous avons de ces affirmations qui tendent à être tellement sérieuses, qui tendent à tellement être concrètes, mais à la fin on constate que le patron même vient et dément ces informations. C'est pas la première fois que ça arrive. On l'a vu par le passé où on a semblé limoger un ministre et à la dernière minute on a eu une autre version. Donc bref, en un mot, il faut simplement reconnaître que cette révision de la Constitution aujourd'hui se passe dans un climat où il y a une sorte de méfiance entre le peuple et les dirigeants. Et c'est cette méfiance-là qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se demande, est-ce que les informations qu'on nous donne sont vraies? Qu'est-ce qui est caché derrière ces informations qu'on nous donne? Et quels sont les réels mobiles? Donc je pense que c'est à ce niveau que le pouvoir en place a plus intérêt à travailler. Et justement, parlant de la rencontre avec les partis politiques, les groupes parlementaires aujourd'hui, je pense que ça témoigne aujourd'hui de la volonté de pouvoir inclure toutes les parties, mais la méfiance reste grande et très ouverte. Finalement, Patrice Talon est demandeur. J'attends encore plus pour me convaincre davantage de cela. Par contre, je me dis que dans un premier temps, Patrice Talon s'est certainement rendu compte de ce que c'est un sujet qui est difficilement avalé par les différents acteurs de premier plan, contrairement à la première révision où il a fallu juste que quelques mots soient donnés pour que le travail soit fait. Il y avait beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme autour du premier projet. Sauf que cette fois-ci, ça traîne un peu. Il s'est rendu compte donc lui-même de rentrer dans des consultations et de tenter encore, certainement, de convaincre les acteurs de premier plan. J'ai cru comprendre que même dans son propre camp, vous avez des députés qui sont réticents à l'idée d'aller à nouveau vers une révision constitutionnelle. Certainement que c'est le match qui se donne de jouer dans la journée d'aujourd'hui. Essayez encore de voir avec les députés à l'Assemblée nationale s'il peut réussir à avoir le caution, n'est-ce pas, dans cet exercice-là. Et j'espère qu'il pourra véritablement, à la fin de cette journée, se faire lui-même une idée. Avant, peut-être que de façon officielle, on peut confirmer qu'il y a vraiment ce projet qui tient à cœur au chef de l'État. Autrement, il aurait pu faire ses consultations en cachette, rencontrer les chefs de partis politiques, essayer de leur donner des instructions pour que, au niveau de ces formations politiques, le jeu puisse véritablement se faire. Je pense qu'il a rencontré un peu de résistance et il essaye un peu comme on l'a demandé. Pour un tel projet, il faut pouvoir aller à la rencontre des différents acteurs, échanger véritablement avec eux. Mais ce que nous savons, avec déjà les déclarations du président du parti Les Démocrates, ça va être un peu compliqué, en tout cas, de convaincre les 28 députés du côté de l'opposition à cette aventure-là. Regardons déjà tout ce qui a précédé. Voyons s'il fallait s'attendre justement à cette option de Patrice Talon. J'ai parlé déjà de son porte-parole qui démentait ou qu'il n'y a jamais eu quelque chose de la part du gouvernement, en tout cas de son chef. On est là désormais que officiellement on parlera de révision de la Constitution au Palais de la Marina. On a à l'occasion de la dernière rencontre avec les démocrates entendu dire que le chef de l'État et le président du parti avaient passé quelques bouts de temps ensemble en tête à tête avant même que les autres ne soient associés à la discussion. On ne sait pas de quoi est-ce qu'ils ont parlé. Puis après, on a eu les consultations avec Adrien Mbedi, avec Nicéphore Soglo. On se demandait ce que les gens se disaient. Franck, est-ce qu'on n'y est pas maintenant? Nous y sommes de plein pied. Je pense que c'est ce qui devrait être à mon avis, parce que vous savez, depuis un moment,
Ce n'est pas en réalité la révision de la Constitution qui gêne, mais c'est la bonne foi de celui qui doit réviser quant au contenu qui dérange un peu. Est-ce que vous avez un instrument pour mesurer ça? Oui, justement, c'est pourquoi la méfiance, elle est grande et on n'a jamais eu confiance, même si la personne descend du ciel aujourd'hui, de la droite de Dieu, du Père, et descend, vous dit, amenez la Constitution, nous allons la réviser, ça va être complètement difficile. Je crois qu'un bon observateur, le chef de l'État a compris que même dans son propre camp, il y a des gens qui vont s'opposer. Ah oui, sérieusement? Bien sûr. Ils vont oser? Des gens vont s'y opposer. Des gens vont lui dire, moi je ne suis pas prêt pour aller dans ce projet-là. Et pour que, comme je l'ai dit dans le commentaire, pour que Talon ne soit pas taxé une fois de plus de ne pas associer les acteurs politiques, de ne pas associer les sensibilités politiques à une question aussi cruciale, il veut engager des concertations. Qu'est-ce que les concertations vont donner? Je sais que ça va être une formalité au niveau des députés de la mouvance, parce que ça là, c'est demandé s'il y aura quelqu'un pour dire non. Oui, officiellement, ils diront peut-être pas non, mais en leur fort intérieur, je sais qu'il y a des gens qui ont toujours voulu, qui ont sauvegardé, disons, cet acquis-là de notre pays, qui ont sauvegardé, qui ont défendu et qui ont participé à des mouvements qui ont été contre la révision de la Constitution. Et à côté, on va vous dire, révision opportuniste. C'est là, je dis, la bonne foi de la personne est en jeu. Qu'est-ce que Patrice Talon veut mettre dans cette nouvelle révision? Parce qu'il y avait déjà eu une révision de la Constitution. Qu'est-ce qu'on veut mettre à 2 ans de la fin de son mandat? Toute la problématique est là. Et c'est là que personne aujourd'hui ne peut vous dire, même les spécialistes, les techniciens du droit ne peuvent vous dire ce qui va se passer. Oui, mais on est un peu trop pressé. On n'a pas encore écouté Patrice Talon sur les propositions qu'il veut faire par rapport à la loi fondamentale. On verra bien, c'est à l'issue des échanges tout à l'heure qu'on saura quels sont les points et les propositions qui seront faites. Alors, Patrice Talon a donc réservé, je dois dire, cette journée pour ses consultations avec les parlementaires. On s'imagine que ça va être juste... comment? C'est une autre canne qui va se jouer au palais. Ah oui, j'imagine. En tout cas, nous, on sera concentrés à la fois sur 2 écrans. L'écran où les vrais footballeurs jouent et l'écran où les footballeurs de la Marina seront en train de jouer. Alors, ça va être certainement aujourd'hui une séance d'information tout court, Eric. En même temps, et d'argumentation. Ah oui? On va certainement donner les motifs. Et vous connaissez Patrice Talon, sa fougue à vouloir convaincre véritablement les gens. Il ira certainement en détail que peut-être que le travail qui avait été fait n'était pas suffisamment fait pour davantage formaliser l'environnement politique. Il faut aller encore plus loin, voyez-vous, avec beaucoup d'arguments. Il va insister, n'est-ce pas, sur ces points-là. C'est tellement que c'est à ce niveau que d'autres députés auront encore d'autres informations sur les réelles motivations du chef de l'État à aller vers une révision. Est-ce que cela pourra véritablement les convaincre? Est-ce qu'il pourra réussir à mobiliser l'ensemble des acteurs autour de ce projet? Vous et moi savons que quand on est en fin de mandat, on a de plus en plus du mal à garder autour de soi ces partisans. Quand bien même ils vous ont juré dès le début de votre mandat à vous accompagner jusqu'à la fin, ce n'est pas toujours le cas. Parfois. Absolument, ce n'est pas toujours le cas. Quelqu'un dit dans ce pays que si on appelait Yahya Lahi à la Cour internationale, que lui va le suivre et va rentrer, sauter dans son avion pour le suivre. Et c'est peut-être en cela qu'avant cette rencontre, et nous savons qu'au niveau du parti L'Union progressiste, il y a des députés anciens PRD qui vont certainement jouer un rôle. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu la rencontre en coulisses entre le président et puis Adrien Roubaix, certainement pour chuchoter quelques mots à l'oreille de ces fidèles membres qui sont encore actifs au niveau de l'Union progressiste. Je pense que tout va se jouer dans la journée d'aujourd'hui et après ça, on pourra se dire que nous sommes véritablement engagés vers une révision. Maintenant, si là aussi, il nous faut avoir un chef d'État qui soit à l'écoute de ses partenaires politiques. Si à la rencontre, il remarque à la majorité, ses partenaires ne sont véritablement pas prêts pour aller vers ce projet, est-ce qu'il restera à l'écoute et fera demi-tour? Oui, Rick, séance d'information juste. Comment vont se comporter les députés, qu'ils soient BR, UPR ou démocrates selon vous?
Ouais. Une chose est claire, ce ne sera pas qu'une séance d'information, ce sera également une séance d'échange. C'est vrai que le chef de l'État va beaucoup plus expliquer et il va même tenter d'expliquer, de faire montrer aux démocrates tout l'intérêt qu'ils ont à accompagner ce processus-là. Mais d'une manière ou d'une autre, moi, c'est le contexte de ce processus qui pose véritablement problème. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, un autre président s'est retrouvé en fin de mandat, a voulu réviser, et on a parlé de révision opportuniste. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un président de la République en fin de mandat qui veut encore réviser, puisqu'il y a déjà eu une révision qui est passée très rapidement. Pourquoi, entre-temps, ne pas intégrer tout ce qui devrait être intégré maintenant? Et que c'est à la dernière minute, à quelques années du fin de mandat, sinon à 2 ans ou 1 an et demi du fin de mandat, qu'on constate qu'il est urgent, impérieux de faire réviser cette loi fondamentale. Je pense que ce n'est pas le projet de loi en lui-même qui pose véritablement problème, mais c'est la foi. Là, on se demande, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de manipulation politique? Et les démocrates, comme vous avez demandé, les démocrates certainement vont d'abord écouter les arguments qui leur seront servis. Et contrairement à Eric, je ne pense pas que c'est là que tout le jeu va se jouer. Je pense que c'est l'avant-première match que nous sommes en train nous allons assister à l'avant-première match ici. Et c'est après avoir entendu, d'après avoir écouté le chef de l'État, que maintenant les vraies discussions vont se mener, parce que quand ils vont finir, eux, ils vont donner leur opinion après. Et maintenant, l'opinion publique aussi va se faire sa religion. Allez, on va examiner ensemble maintenant le contexte, même si vous l'aviez déjà suffisamment apporté. Le contexte se prête-t-il vraiment aujourd'hui à réviser une constitution Première chose, comme on l'a tous dit, reconnu autour de cette table, je pense que Patrice Talon est en fin de mandat. Et la première question qui saute, qui arrive lorsque on évoque la révision de la Constitution, on se dit, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer, est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir forcer pour un 3e mandat? Ça fait on a mis dans deuxième la position chose que nous ne pouvons être candidat ou président. Oui, mais justement, maintenant, on va à une révision. Les gens se demandent, est-ce que ça encore, on ne va pas retoucher? Deuxième chose, on se rend compte que Patrice Talon a une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Ça ne rassure pas les populations, ça ne rassure pas le seul parti d'opposition qui a 28 députés contre le nombre que vous connaissez pour la mouvance. Et puis troisième, vous voyez que depuis que Patrice Talon est là, ces réformes pour faire développer le pays, ces réformes pour essayer de mettre le Bénin sur les rails, les réformes n'ont pas toujours été gobées par les populations, n'ont pas été toujours acceptées. On a estimé que c'est trop dur. Donc, il y en a déjà qui comptent les jours pour la fin du mandat de Patrice Talon pour espérer retrouver le social à l'autre époque que vous connaissez. Mais je me demande si on pourra véritablement retourner à une telle époque. Donc, il y a toutes ces considérations, tous ces éléments d'appréciation. Lorsque vous mettez l'un dans l'autre, on se demande si véritablement cette question n'est pas inopportune. Est-ce que nous avons besoin, en ce fin de mandat, de poser une telle préoccupation sur la table? Mais, comme je l'ai dit, lorsqu'on dit, quand quelqu'un vous appelle, on ne peut pas décliner l'appel, allez écouter ce qu'il veut dire. Je pense que dès ce soir, dans la nuit de ce soir, on saura, bien entendu, si le chef de l'État veut, on saura qu'est-ce qu'il veut véritablement faire de la Constitution, comment est-ce que ça va se passer, et les différentes réactions qui vont suivre. On saura si véritablement ce projet-là va pouvoir passer au niveau du Parlement. Donc le contexte, à mon avis, ça ne crédite pas le chef de l'État d'une certaine... ça ne le débarrasse pas des velléités que l'on pourrait lui coller, à savoir qu'on veut réviser pour faire ci, on veut réviser pour faire cela, mais on doit attendre, donnons-lui un peu, comment vous appelez ça, la présomption en griffe d'innocence. Il veut bien faire, il veut refaire réviser la Constitution pour le bien du pays, il ne veut pas réviser la Constitution. Le chef de l'État peut avoir déposé, en tout cas, entouré cela de tout ce suspense pour montrer à la fin qu'il est de bonne foi. Pourquoi pas? Nous sommes en politique, il peut agiter la question, il peut poser la préoccupation, et en fin de compte, nous allons voir que c'est des aspects qui n'ont rien à voir avec le mandat, qui n'ont rien à voir avec l'âge, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on craint
qui seront abordés au Parlement, pourquoi pas. Donc attendons, n'allons pas trop vite en besogne, attendons un peu, retenons notre souffle pour voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, Patrice Talon aura des gens qui vont le soutenir pour ce projet, mais il aura également des gens qui vont s'y opposer, même dans son propre camp. Si il ne se met pas cela dans la tête, eh bien il va se leurrer et au dernier moment il sera surpris parce que, figurez-vous, l'être le plus versatile que nous ayons connu, ce sont d'abord les politiques, ce sont des amis politiques. Ils ne seront pas contents de vous ce matin. Hein. Non, mais c'est la vérité. Loïc, on remarque assez clairement qu'on est en train de faire l'option de la voie parlementaire, puisque ce sont les députés qui sont ma foi sollicités. Alors, c'est peut-être moins coûteux qu'un référendum, ça c'est sûr, mais est-ce que ce n'est pas aussi une exclusion des autres partis politiques qui ne sont pas présents à l'Assemblée nationale? Ouais. D'une certaine manière, oui, parce que déjà, même s'ils ne sont pas présents à l'Assemblée nationale, il faut d'abord regarder le nombre des opposants présents à l'Assemblée nationale, parce que ça passe par le vote, qu'on le veuille ou non. Donc, d'une certaine manière, même l'opposition présente au Parlement est aussi exclue d'une certaine manière, parce que quand on va passer au vote, vous allez remarquer que cette opposition n'aura pas la voix essentielle pour pouvoir imposer sa décision ou son avis. Donc, ça veut dire déjà que d'une certaine manière, il y a l'inclusion. Le référendum aurait fait mieux, effectivement. Mais l'autre chose, moi, je pense plutôt qu'il faut faire beaucoup plus un retour dans le temps pour faire constater simplement que ce code électoral qui a été voté dans le temps et qui, entre-temps, par cette 8e législature, et qui, entre-temps, avait été décrié par beaucoup de partis politiques et même par des faiseurs d'opinion. Et dans le temps, on avait dit, mais non, que c'était le meilleur code qui soit. Il y a eu beaucoup de tests qui ont été validés, votés dans le temps. Et on s'est rendu maintenant compte qu'aujourd'hui, il y a eu des tests qui ont été pris et on n'a pas pris en compte tous les paramètres avant de les voter. Mais aujourd'hui, nous sommes devant le fait. Le fait est là. Et là, la haute juridiction aussi constate qu'il y a effectivement des problèmes. Cette 8e législature, effectivement, avait voté beaucoup de lois qu'il fallait revoir sensiblement avant de promulguer. Mais nous sommes devant le fait aujourd'hui. Donc, en revenant maintenant dans l'actualité, on se rend compte que c'est le Parlement qui retourne encore, qui récupère encore ce même document. Est-ce que ce sera fait avec une bonne foi pour que tous les partis politiques retrouvent leur réaction, leur avis à l'intérieur et qu'il n'y ait pas d'exclusion, parce que c'est le mot juste en fait, qu'il n'y ait pas d'exclusion. Donc maintenant, quelle est la meilleure formule? Toujours le Parlement ou le référendum? Je pense que le référendum est en train de passer à côté. On est en train de privilégier la voie du Parlement. Ça serait coûteux, Eric. Et ça va prendre plus de temps. On aura à faire campagne nationale, on aura à solliciter la Sénat, etc. Et on n'est pas sûr de gagner. Quand même, on est président de la République. Mieux aller discuter avec les 100. Là, on a la majorité. Oui, rapidement, je crois que vous savez que sur le contexte, vous connaissez un peu ma position. Pour moi, ça ne pèse pas beaucoup. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est la volonté politique, qui est capable de vous dire que même au milieu de la nuit, c'est le moment le plus favorable pour réviser une constitution. La volonté politique peut vous trouver des arguments, vous dire que même quand il pleut, on peut réviser la constitution. Quand même ça tempête de partout, on dit non, c'est le moment favorable pour réviser la constitution. Quand même vous avez des critiques assez avertis, des gens que nous connaissons qui ont dans leur cœur notre constitution avec des observations pertinentes. On vous dira non, ceux-là, ils ne veulent pas de l'évolution de notre pays. La volonté politique trouvera les moyens, les arguments de vous dire que c'est le moment le plus favorable. Et donc, c'est à eux seuls qui décident de quand est-ce qu'il faut le faire, de quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Et je pense que ce qui devient un peu compliqué dans ce discours, c'est comment, même si on fait l'option de la voie parlementaire, comment les députés pourront aller expliquer à nos concitoyens qu'un président qui est en fin de mandat, qui n'est plus candidat à rien, en tout cas à la date d'aujourd'hui, c'est ce que nous savons conformément à notre constitution, trouve aujourd'hui l'énergie et le besoin d'aller en justement, c'est parce qu'il n'est plus candidat à rien qu'on devrait lui accorder la bonne foi, la grande sincérité qui veut faire les choses de façon objective et détachée. Alors, sur le choix qu'on a fait d'aller vers les députés au Parlement, je comprends qu'on a choisi les acteurs de premier plan, qui sont les députés au Parlement. Mais nous parlons de la Constitution. Et donc, et bien au-delà des députés au Parlement, les autres formations politiques, puisqu'ils animent la vie politique,
ont aussi leur mot à dire. Et enfin, je n'ai pas non plus compris ce silence depuis que les trois partis étaient invités pour la rencontre, la FCBE, NFN et puis les autres formations politiques. Enfin, je n'ai pas eu du tout de communiqué, de déclaration. Ben écoutez, oui, c'est vrai, nous avons... Non, mais ils attendent d'abord de connaître quels sont les sujets à évoquer et quelles sont les conditions à on nous a dit que dans ce pays, même s'il faut changer une petite virgule de notre constitution, ça doit être un débat public avant même que ça soit un débat politique. Allez, on va laisser les acteurs se concerter au Palais de la Marina avec toute la concentration qu'il faut. On ne va pas les déranger, on ne va pas les déconcentrer. Et puis, vous ne pourrez même pas. Ah oui? Vous ne pourrez pas. Même si on fait émission jusqu'à demain matin, ils ne seront pas perturbés. Ah d'accord. Tout à l'heure, vous parliez de moyens pour le référendum. Oui. Écoutez, est-ce qu'on va parler de moyens réellement? Parce que quand il faut un bon Dondaise, on a vu qu'on met les moyens. Et maintenant, il faut prendre le c'est rentable. C'est un retour sur investissement. Mais pour qui assure la quiétude de notre pays, la cohésion sociale et la sécurité nationale, je pense que ça mérite encore plus de moyens. Et quand il faut mettre les moyens, et je connais le Patrice Talon, s'il veut mettre les moyens pour atteindre son objectif, il mettra les moyens. Donc ça veut dire que ne parlons pas de moyens, mais disons plutôt qu'on préfère aller au Parlement, là où on a plus la possibilité de faire. J'espère qu'avant la rencontre, Talon va permettre aux démocrates d'envoyer leur drone pour voir s'il n'y a pas des caméras cachées. Non, moi le conseil que j'aurais à donner aux députés, les détenteurs de inspecter. Non, pas du tout. C'est qu'en dehors du bonjour, monsieur le président, qu'ils ne disent plus rien jusqu'à la fin de la séance. Là, au moins, ils sont sûrs que rien ne sera manipulé comme ils disent. Non, je pense que la posture, ils seront à la fois précautionneux, vous l'avez évoqué dans votre introduction. Ils vont beaucoup observer, beaucoup regarder de gauche à droite. Ils seront en mode Tanguy, je te surveille, tu me surveilles. Et vous savez que quand on a fini de consulter le FA et que le débat est devenu public, tout le monde a consulté le FA chez lui. Il y a eu tellement d'interprétations. C'est un pays formidable. Qui dit, je ne parle pas de la consultation de Ouida, je ne sais pas là où d'autres personnes ont consulté, on a dit que quelqu'un suivait quelqu'un suivait quelqu'un. C'est peut-être ce qui ça va commencer déjà. Oui, ça va commencer aujourd'hui. Allez, sérieusement maintenant, on va parler du deuxième sujet. Les amendements annoncés au code électoral. On devrait dire ouf, enfin, puisque les différents acteurs eux-mêmes se sont plaints du contenu de ce code électoral-là, sans jamais, c'est curieux, sans jamais vraiment mener la démarche pour sa révision. Désormais, il y a quand même une instance nationale de régulation qui dit qu'on peut y aller et qu'il faut même y aller, Franck. Oui, moi je pense que nous avons un repère et nous avons des références. Vous voyez, au lendemain de 2019, tous les problèmes qu'il y a eu, le débat a été vraiment où les gens ont condamné et dénoncé certaines dispositions du code électoral qui n'ont pas du tout favorisé les choses en matière d'organisation des élections, d'organisation de consultation. Et donc, depuis ce temps, 2019 à 2023, et curieusement, vous savez, en son temps, la Cour constitutionnelle n'avait pas trouvé d'objection, tout était conforme à la Constitution, et aujourd'hui, on ramène le même code pour dire qu'il faut arrimer cela à certaines dispositions de la Constitution. Et c'est ce qui dérange aujourd'hui les techniciens du droit. Ils se disent, mais dans quel ciel nous sommes, dans quel pays nous sommes, et depuis ce temps-là, au niveau des 7 sages, le travail n'a pas assez. Vous avez écouté le professeur Olo, vous avez écouté Maître Robert Dossou, ils ne sont pas allés du dos de la cuillère pour dénoncer ce qui a été fait au niveau de la Cour. La Cour, pour eux, n'a pas été assez vigilante pour détecter cela et corriger en même temps. Donc, il y avait des passages qui ont créé des crises à notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement nettoyer. Et moi, je pense qu'il faut véritablement nettoyer. Il faut vraiment nettoyer pour que nous n'ayons plus 2 ans après à nous rasseoir pour dire, écoutez, telle disposition, ça a créé de problèmes.
ou en plein Mais processus, encore, en plein jeu, on veut revoir les règles du jeu, on veut arrêter et retourner, revoir certaines choses avant de revenir. Ça n'est pas bien pour notre pays. Là-dessus encore, les acteurs politiques sont à se méfier encore et à se retenir. Vous avez certainement suivi le passage de Apollinaire Avagnon tout à l'heure pour dire attention, on ne peut pas aller comme ça tout de go vers la révision du code électoral. C'est encore un danger qui peut déboucher sur une exclusion, Eric. C'est sa position. C'est certainement ça au niveau de l'information politique. On peut comprendre cela. Mais à partir de l'instant où la Cour a fait des observations précises sur des aspects sur lesquels il faut revoir cette copie. Et je pense que c'est une intelligence que la Cour a trouvée de renvoyer encore cette loi aux députés de refaire leur exercice de maison parce que la première fois n'a pas été vraiment bien fait. Sauf que le correcteur et le maître de maison, lui aussi, n'a pas bien regardé le cahier d'exercice. Oui. Sinon, on aurait quand même vu ça un peu plus tôt que maintenant. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, on peut ne pas voir des erreurs aujourd'hui et peut-être attendre quelques années après et puis se constater et puis constater sur ces aspects-là, c'est pas bien. Et puis nous parlons, vous savez qu'on peut relativiser. Nous parlons. Vous voyez, c'est un travail qui se fait où vous passez au crible tout ce qui a été fait et pour vous lisez la Constitution, vous lisez la loi qui a été votée. Rien ne vous presse en réalité. Vous prenez votre temps. On sait la célérité avec laquelle, tout s'est passé en 3 jours. Tout s'est passé en 3 jours. Il y avait une urgence vraiment d'aller vite. On voulait une loi, le code électoral pour avoir des élections. Puis on l'a eu. Et puis après. Alors, ça vous fait rigoler. Alors, non, vous savez, on peut, non, vous savez. S'il y a des lois administratives, vous dénoncez les lois administratives. Les gens font les trucs comme ça. Non, vous savez, de la sévérité. Il y a des lois de la Cour, vous savez, de la Cour Robert Dossou, de la Cour Olo, n'est-ce pas, que la Cour Diogbono a toiletté. Ils se sont rendus compte à leur époque qu'il y avait quelques erreurs qu'il faut coucher. Donc vous savez, possible. Oui, vous savez, il faut améliorer la production. Qui sait qu'après la Cour qui est là, peut-être 5 ans, 10 ans après, on reviendra à nous dire qu'il y a encore des insuffisances. Non, mais je pense que le problème que ça pose, et là je rejoins Franck, c'est de prendre vraiment le temps nécessaire, de ne pas faire le jeu du pouvoir, le jeu des politiques, pour fermer parfois les yeux sur des évidences et qui nous engagent parfois dans des crises inutiles. Parce que quand on sait qu'avec ce code électoral, nous avons subi des crises assez profondes, une déchirure de notre société, et qu'aujourd'hui encore, on redemande encore aux députés de toiletter encore cette loi, c'est que ça pose des problèmes. Et je voudrais que cette fois-ci, que les députés puissent véritablement se rattraper. Et je voudrais encore demander à la Cour, qu'est-ce qu'ils font? Si la loi retourne à l'Assemblée, des 2 points soulevés par la Cour constitutionnelle, ou bien ils font un toilettage profond, sérieux, total de ce test. Qu'est-ce qu'ils font, Ulrich? D'abord, je commence par apprécier le cynisme d'Eric aujourd'hui. Le cynisme ou l'ironie Non, je préfère parler de cynisme parce qu'il a bien compris là où je fais. Mais en fait, le plus important aujourd'hui, il faut reconnaître que déjà, la haute juridiction reconnaît que entre-temps, tout ce qui était décrié par rapport à ce code électoral aujourd'hui est mis à nu. En un mot, des députés qui sont essentiellement issus d'un même bord politique se sont assis en 72 heures et ont pondu un code électoral taillé sur mesure qui n'avantage que la mouvance. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le fait accompli. D'une manière ou d'une autre, on se retrouve encore en train de venir travailler sur ce même code. Le premier principe aujourd'hui, tout de suite, c'est que c'est vrai, il y a les démocrates qui sont au Parlement, qui auront un œil beaucoup plus regardant par rapport à ce test, un œil beaucoup plus critique vis-à-vis de ces tests, vis-à-vis de ce qui se fera. Mais j'insiste toujours sur un aspect. Le numérique joue toujours. Les démocrates sont combien au Parlement et la mouvance présidentielle fait combien? Donc, quand on revient toujours aux voix, c'est vrai qu'ils feront des observations. Ces observations seront certainement relayées par les canaux que vous connaissez, mais est-ce que ces observations vont aboutir dans le processus de vote? Question fondamentale. L'autre aspect aussi, c'est qu'aujourd'hui, on constate que la Cour constitutionnelle a mentionné clairement des points. Est-ce que ce sont seulement ces points qu'il faut aborder, étudier ou revoir tout le code électoral afin de prendre en compte tout le processus? Moi, je pense qu'il est temps qu'on prenne le temps, qu'on revoie
tout le code, parce que là, actuellement, on sait qu'il y a des représentants de l'opposition au Parlement, même si dans le vote, après, ça ne passe pas, au moins les observations seront tenues comme telles. Moi, je pense qu'il faut rester dans le cadre que la Cour a défini. Parce que s'il y avait encore d'autres insuffisances dans d'autres dispositions, la Cour les aurait relevées. Oui, mais est-ce qu'il faut toujours attendre que la Cour revienne chaque fois sur les tests? La Cour ne s'est prononcée que sur des aspects sur lesquels on a attiré son attention. Certainement. Notamment le plaignant, doit-on dire, ou celui qui a porté le recours. Et je suppose que la Cour s'est quand même donné le devoir de relire encore. J'avoue que je n'ai pas téléphoné au professeur Je pense que Sosa. A priori, les députés doivent rester dans le cadre défini par la Cour. Maintenant, je ne maîtrise pas très bien les pratiques parlementaires. Est-ce qu'en l'état, on peut profiter pour aborder, toiletter d'autres dispositions qui pourraient être porteuses de gêne, de crise? Je ne sais pas. Il va falloir que l'on se renseigne beaucoup pour comprendre si il est possible pour les députés à cette étape-là profiter de la brèche ouverte par la Cour constitutionnelle pour aborder d'autres sujets. Mais sur la question, moi je pense que la Cour devrait faire un travail plus profond. Parce que s'il y a une ou deux dispositions, déjà grâce à ce recours qu'on a décidé de revoir, il revient à la Cour de mettre en place une équipe d'experts pour relire encore ce code-là, pour nous dire s'il y a encore des insuffisances, pour qu'on le fasse une fois de bon. Parce que là, nous allons à des élections générales de 2026, des élections que nous n'avons jamais organisées. Lorsqu'on va se retrouver campé, lorsqu'on va se retrouver, on va se heurter encore à des difficultés. Nous allons encore retourner le code électoral au Parlement, ce va-et-vient. Moi, je pense que ça n'est pas bien pour notre pays. Nous avons des constitutionnalistes, nous avons des juristes de haut niveau. Dans toutes les formations politiques, nous en avons. Retrouvons-nous et parlons pour parfaire cet arsenal-là, afin que nous n'ayons plus à chaque fois à répéter les mêmes actes, à retourner, à ramener, et qu'on attende d'abord qu'un individu, qu'un citoyen porte un recours devant la Cour pour essayer. Nous savons tous ce qui ne va pas dedans, nous le savons tous, et il faut agir. C'est un code, c'est une loi, et ce sont les hommes qui l'ont rédigé, qui l'ont conçu. Donc, on peut toucher au petit matin. Oui, la perfection n'était pas de ce monde. La perfection n'était pas de ce monde. Vous savez, quand on votait ce code, il y a une voix qui a crié « Ah !» disait au président Rongo, et là, où est moi? Il a fait de 10% là. Ah, c'est toi, hein? Allez, les gars. Moi, ce qui me paraît assez faisons aussi les choses pour que l'histoire parfois aussi puisse avoir raison. Parce que, et c'est en cela que les démocrates ne veulent pas considérer leur effectif comme une faiblesse. Si, étant présents au Parlement, ils peuvent toujours saisir l'opinion sur ce qui se passe, sur ce qui se fait. Autrement, un jour, l'histoire retiendra que, à l'époque, Vengouit qu'ils étaient, ils se sont prononcés. Le loyer aujourd'hui, bon service qui n'ont pas abouti. On leur reconnaîtra cela. Absolument. Moi, ce que j'ai remarqué depuis l'agitation à la fois de la révision de la Constitution et le code électoral, j'ai remarqué un silence assourdissant de la société civile. Effectivement. Je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'il y en existe encore au Bénin? Je ne sais même pas. Vous devez répondre. Non, mais moi, je ne sais pas. Puisque j'écoute à la radio, je regarde la télévision, aucun acteur de la société civile n'eût été le travail formidable de William, qui est allé vers quelques-uns. Personne ne se prononce. Et puis, c'est les acteurs politiques eux-mêmes qui se chamaillent entre eux. D'ailleurs, j'en ai invité un deuxième ce matin. C'est Alain Adiou, membre du parti FCBE, Force pour un Bénin émergent. Il va passer tout à l'heure. En attendant, on va faire la pause.